Bonjour et bienvenue, il est 10h55, nous sommes en direct, vous êtes au bon endroit, on met le cap ensemble, complètement à l'est. Au programme ce matin, l'engouement des frontaliers français pour les maisons de retraite belges. Certes, elles sont moins chères, mais ce n'est pas le seul critère de choix. Pourquoi nos personnes âgées passent la frontière pour leurs vieux jours? Ce sera le dossier de ce jeudi. Puis, nous nous intéresserons à une autre tendance, la voiture électrique. Les immatriculations augmentent de manière vertigineuse, mais qu'en est-il de la filière du recyclage des batteries de ces automobiles dites écologiques? Réponse dans quelques instants depuis Dieuze, en Moselle. Enfin, nous irons à la découverte d'un artiste franco-japonais, son nom Fujita. Il a profondément marqué de son empreinte la ville de Reims. Pourquoi? Entre autres à cause d'une illumination divine à découvrir en fin d'émission. Mais l'on commence par cette image du plus profond puits de forage géothermique de France. 4600 mètres sous terre, le rêve de Jules Verne en quelque sorte. C'est à Reichstätt en Alsace, sur le site de l'ancienne raffinerie. Un préambule à la création d'une centrale géothermique et les résultats sont prometteurs. Les tests confirment qu'à cette profondeur, l'eau est assez chaude pour produire de l'énergie. Plus de 200 degrés, c'est la plus chaude d'Europe continentale, hors zone volcanique. Allez, on ouvre le dossier du jour et ce matin, on s'intéresse donc aux maisons de retraite en Belgique. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce qu'elles sont moins chères que les nôtres et puis parce qu'elles sont plébiscitées par les frontaliers. Imaginez que certains établissements situés à la frontière, mais côté belge bien sûr, accueillent jusqu'à 80% de Français. Alors nous nous sommes rendus dans un petit village belge, il s'appelle Peruvels, il est situé ici. Et pour comprendre le phénomène, c'est avec Rachida Betioui. Bonjour Madame Picard, vous allez bien? Bonjour. Bienvenue au Jardin de Picardie. À Perouet, en Belgique, les Jardins de Picardie accueillent chaque nouveau résident avec l'équipe au complet. On s'est déjà rencontrés. Bonjour madame. Vous allez bien? C'est hyper important que l'accueil soit vraiment bien réussi. Ça permet une meilleure intégration. Augusta est résidente française dans cette maison de repos depuis 4 ans. 1, 2, 3, je descends de la montagne à pied. Pour elle et sa famille, cette résidence lui offre de multiples animations et tout le confort souhaité à un prix très raisonnable. On est bien, puis on mange bien. C'est principal, là. À notre âge, que voulez-vous? Ah voilà. Hein. C'est 40 € par jour, donc c'est vrai que c'est pas cher, entre guillemets. Et nous, on a fait ce choix parce que maintenant, on n'a pas une grosse retraite. Ah oui, parce que du coup, là, elle a tout complet pour 1 200 € par Tout mois. à fait, oui. Après, on paie. Enfin, moi, j'ai choisi de faire les lessives ici, donc je paye en plus. Mais en général, c'est 1 200 € par mois. Réputées pour être moins onéreuses, parfois jusqu'à 2 fois moins chères et de bonne qualité, les maisons de repos belges continuent d'attirer les Français frontaliers. C'est aussi le cas de Patricia et Isabelle qui ont confié leur maman ici il y a bientôt 1 an. Ici, ils aiment leur résidence, ça se sent. Les gens qui travaillent ici le font, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, quand même par plaisir. La cerise sur le gâteau, c'est que les prix sont raisonnables. On va dire sur une fourchette environ de 1 500 € par mois, où tout est quasiment compris. L'avantage aussi, mais ça c'est pour les frontaliers, on peut conserver les 2 systèmes entre guillemets de sécurité sociale, c'est-à-dire que maman a pu conserver son médecin, son pharmacien, en cas d'hospitalisation, elle peut aller en France, elle peut reprendre les ambulances même françaises. Dans cet établissement, 40% des résidents sont français. Au-delà du prix, la prise en charge du patient séduit beaucoup les familles et le cadre fait oublier l'aspect hospitalier. Par série de 3. Tu es heureuse, maman, ici? Oui, hein. La vue de château, hein. C'est la belle vie, hein. Bah oui. Quand on rentre en maison de repos, c'est une épreuve qui est très difficile et on sait, en tout cas toute l'équipe sait que la base, ce sont les soins. Mais après les soins, que fait-on? Rien. Donc voilà, c'est la qualité de vie. La qualité de vie qui doit être apportée avec des animations. La vie. Donc ici, oui, c'est vrai que ça, on est un petit peu décalé. On a une philosophie un petit peu particulière. Mais en tout cas, on n'en changera pas et je pense que ça fonctionne bien auprès de la personne âgée.
Plusieurs milliers de personnes âgées françaises sont à ce jour installées en Belgique. Selon l'Observatoire franco-belge de santé, certains établissements frontaliers comptent entre 50 et 80% de résidents français. Alors la Belgique, paradis de la retraite, et comment font les autres pays? En Allemagne, une autre tendance se dessine, celle des auxiliaires de vie des femmes, essentiellement, qui vivent avec les personnes âgées, des femmes qui ont quitté leur pays pour certaines pour prendre ce travail, car elles sont majoritairement d'Europe de l'Est. Nous sommes donc allés à Zweibrücken pour en comprendre les ressorts. C'est un reportage de nos confrères de la Südwestrundfunk. Anna Bartosek est en train de préparer le thé. Pas pour elle, parce que nous ne sommes pas dans sa maison. À 42 ans, la vendeuse polonaise a décidé d'aller en Allemagne pour travailler chez une retraitée où elle ne fait pas que le thé. Aufstehen, Frauen, das muss genau waschen, anziehen, frische Wäsche und jetzt frühstücken, nachher ein bisschen sauber putzen und Mittag kochen. Und zusammen sitzen, Frau lesen Zeitung, ich hacken, ein bisschen sprechen und nachher Abendbrot und zum Bett. Anna va rester pendant 6 semaines ici à Zweibrücken. Après, elle rentrera chez elle, où son mari et sa fille l'attendent. Elisabeth Sutter est née à Strasbourg. Elle est centenaire. Anna est déjà sa 13e auxiliaire polonaise. Gute. Und die anderen waren so lau, aber immerhin, also an die 3 Gute denke ich natürlich gern, ja. Sie hat auch zu den Gute gehört, gell, ja, ja. Und sonst muss ich sagen, es ist kein anderer Weg. Wer kommt sonst ins Haus und bleibt? Elisabeth Sutter est entièrement dépendante. Pendant quelques années, sa famille s'occupait d'elle, mais ce n'était plus possible. Elle a dû chercher une autre solution. Sie wollte nicht in ein Seniorenheim, sondern hier in ihrer Wohnung bleiben. Und als es nicht mehr machbar war mit Freunden, Nachbarn und der Familie, stundenweise Pflege zu machen, das hat dann nicht mehr ausgereicht. Und dann lag das ja nahe, auf ein Pflegemodell mit polnischen Kräften überzuwechseln. Environ 400 000 Polonaises travaillent en Allemagne comme auxiliaires de vie. Ici, à Schiffweiler, en Sarre, une jeune entreprise familiale recrute des salariés polonais assurés dans leur pays mais rémunérés en Allemagne. Malgré tout, ce n'est pas facile de trouver de la main-d'œuvre et la demande est de plus en plus importante. Wir haben Pflegenotstand in Deutschland und wir dürfen nicht vergessen, die osteuropäischen Kräfte sind irgendwo so das Fundament geworden, dass die Senioren zu Hause bleiben können, dass die Senioren wirklich so ihren letzten Lebensabend zu Hause verbringen können. Les familles payent au minimum 2 300 € par mois à l'agence qui paye cotisations sociales, assurances et transports. Les auxiliaires gagnent 1 200 € net, nourris, logés. Comparé à un salaire polonais, c'est 4 fois plus, un système gagnant-gagnant qui peut difficilement s'exporter en France. Man sollte meinen, das Entsendeprinzip EU-weit genormt ist. Das stimmt mit Sicherheit. In der Praxis wird es aber mit sehr vielen Hürden und Bürokratie verbunden. Folglich konzentrieren sich auch unsere Partner auf den deutschen Markt und nicht auf den französischen Markt, was wir natürlich sehr bedauern. Pour Anna, c'est un emploi contraignant. Elle vit sous le même toit que Madame Sutter et elle peut être appelée la nuit en cas de problème. Mais pour la dame centenaire, c'est la meilleure solution pour pouvoir rester dans sa maison. Allez, place au jeu maintenant. Pour nous, c'est l'heure du quiz photo du jour. L'image dont il vous faut aujourd'hui percer les secrets s'affiche ici dans l'écran. Une sculpture monumentale. L'avez-vous reconnue? Savez-vous où elle se situe dans le Grand Est? Si oui, pas d'hésitation. Vous venez nous rejoindre sur les pages Facebook de vos antennes en Grand Est, en Champagne-Ardenne, en Lorraine ou encore en Alsace. Ce chiffre maintenant. En mars, il s'est vendu en France 4200 voitures électriques. Un chiffre en augmentation de 41% par rapport à 2017. Un vrai boom donc, mais qui pose tout de même une question quant au recyclage des batteries. Car si elles ne dégagent pas de CO2, eh bien ces voitures sont bourrées de métaux en tout genre, rares pour certains. Alors quid de la filière du recyclage? Reportage à Dieuze. Dieuze, c'est ici, en Moselle, chez l'un des leaders français du secteur.
et c'est avec Valérie Odile. Les voitures électriques sont encore beaucoup critiquées pour la pollution qu'occasionnent leurs batteries. Pourtant, les filières de recyclage s'organisent sous l'impulsion de directives européennes. On va voir justement comment est-ce qu'on recycle une batterie de voiture électrique. Ça se passe à Dieu chez l'un des 5 spécialistes européens. On y va ? À Eurodieuze, la batterie, on connaît bien. 21 ans que l'on recycle ici les piles collectées un peu partout en France. Un savoir-faire qui a aidé les ingénieurs de Sarp Industrie à organiser une nouvelle ligne de recyclage pour batteries de voitures électriques. Une obligation imposée par l'Europe avec la directive de 2006. Première étape, passer de 400 volts à 0 pour éviter les accidents avant d'ouvrir. Ici, vous avez une batterie qui pèse à peu près 300 kg. Le rendement et l'efficacité de recyclage que nous devons atteindre est de 50%. Donc on va recycler à minima 150 kg du poids de cette batterie. L'enjeu est important. Une batterie, ça ne vit que 5 à 10 ans et ça peut peser jusqu'à 600 kg. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses à recycler que les piles dans une batterie automobile. On va pouvoir récupérer plusieurs éléments. Donc ce qu'on appelle l'outer casing, donc le packaging de la batterie qui peut être en aluminium, en acier. On va récupérer des câbles électriques à base de cuivre, du plastique, des vis, de l'électronique, des cartes électroniques. Et tout ça va être recyclé dans des filières déjà existantes qui vont pouvoir récupérer les matériaux présents dans ces éléments. Tout est recyclé sur cette partie-là. Les piles plates ou cellules sont ensuite broyées pour récupérer la substance active, les métaux, ceux-là même dont on épuise les ressources à l'heure actuelle sur notre planète. Ici, vous avez le produit après broyage. Donc une fois qu'on a extrait le solvant, ce produit va contenir les éléments essentiels d'une cellule, c'est-à-dire l'anode, la cathode, donc du carbone, du cobalt, du nickel, du cuivre, de l'aluminium et le lithium. Et on va récupérer ensuite ces éléments dans le procédé chimique. Pour récupérer les métaux, on les plonge dans de grands bains, histoire de les séparer. On va ensuite les sécher, puis les concentrer pour récupérer une poudre de pureté et de concentration variable selon les métaux. Par exemple, le nickel naturel ou le nickel recyclé est le même atome. Par contre, le produit que nous allons fabriquer est peut-être plus ou moins pur que celui naturel et donc du coup va avoir des valeurs différentes. Dans notre cas, nous sommes sur des produits à forte concentration en nickel, supérieur à 30 ou 40%, donc on est sur un produit qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut trouver à l'état naturel dans une mine. Certaines matières sont facilement réutilisables, dans l'inox par exemple. D'autres nécessitent une étape supplémentaire, comme le lithium, ce qui augmente le coût. Heureusement, grâce en partie à une écotaxe, on peut recycler aujourd'hui jusqu'à 76% de la batterie. Mais pour que la voiture électrique soit vraiment plus propre, encore faut-il que les industriels soient prêts à payer un peu plus cher les métaux recyclés et qu'ils fassent produire les cellules en Europe plutôt qu'en Asie pour réduire l'empreinte carbone. Des questions sur lesquelles planche aujourd'hui la Commission européenne. Et autre secteur en plein développement, l'agriculture connectée. Pour une illustration, nous partons pour Ensisheim. Ensisheim, ici en Alsace. Là-bas, les producteurs de maïs innovent avec une nouvelle technologie qui permet d'ajuster la quantité de grains de maïs à semer en fonction du type de sol. L'objectif est bien sûr d'améliorer les rendements. Regardez. À première vue, rien d'extraordinaire. Et pourtant, ce semoir est équipé d'une technologie unique en France. Sur son toit, une antenne GPS ultra précise. Dans l'habitacle, un ordinateur dans lequel une carte de la parcelle a été intégrée. Le système permet au tracteur de délivrer automatiquement et au centimètre près la bonne quantité de graines. Le tracteur est relié au GPS et il est relié à la carte. Et donc, en fin de compte, là où passe le tracteur sait, en fonction de la carte, le nombre de grains qu'il doit mettre à l'hectare. Adapter la quantité de semis au potentiel naturel du sol, une expertise mise au point par la coopérative agricole des céréales. Il aura fallu 3 ans d'expérimentation, étudier la nature des sols, tester le comportement de chaque variété sur chaque type de sol, une agriculture sur mesure adaptée à notre région. On est une des régions de France avec les sols les plus hétérogènes.
C'est-à-dire que là, sur une parcelle qui fait sur 300 mètres de long, on peut changer 5 fois de type de sol et avoir des types de sol qui ont un comportement complètement différent. Donc d'où toute l'approche qu'on a pu avoir pour aller sur de la modulation intraparcellaire. L'innovation a déjà séduit une trentaine d'agriculteurs du Haut-Rhin. La technologie n'aurait que des avantages, une économie d'une centaine d'euros par hectare chaque année et une amélioration significative des rendements. Vous mettez ce qu'il faut où il faut, donc on obtient le potentiel sol est exprimé au maximum. C'est ça qui permet d'augmenter d'à peu près 8% les rendements à la parcelle. D'autres innovations sont à l'étude. La méthode pourrait être étendue à la fertilisation et à l'irrigation des sols. Et il est un peu plus de 11h10. Nous sommes toujours en direct complètement à l'Est. Continue avec dans quelques instants un anniversaire très amusant célébré à Strasbourg, les 50 ans des Shadocks. Ces oiseaux à l'humour déconcertant qui ont fait rire des millions d'enfants dans les années 70. Le musée Tommy Ungerer leur consacre une expo à ne pas rater. Ce sera tout à l'heure. Avant cela, direction Reims pour la découverte d'un artiste à l'univers très particulier. Là encore, Fujita, c'est son nom. Un artiste japonais à l'origine qui a vécu à Paris, mais qui était aussi très attaché à Reims. Et pour cause, c'est là qu'elle s'est convertie au catholicisme. Pour bénir sa conversion, il a, dans les dernières années de sa vie, décidé de construire à Reims donc une chapelle assez étonnante. Et ce matin, nous la visitons ensemble avec Ophélie Mazur. Bonjour Ophélie. Bonjour, et oui, aujourd'hui je vous retrouve devant une chapelle à Reims, la chapelle Notre-Dame de la Paix. Bien plus qu'un lieu empreint de religion, c'est une véritable œuvre d'art. Je vais vous raconter son histoire, suivez-moi. C'est dans les années 60 qu'est construite cette chapelle. L'artiste est franco-japonais. Il s'appelle Fujita et on en parle avec la conservatrice du musée des Beaux-Arts à Reims. Bonjour Marie-Hélène Montou-Richard. Qu'a-t-il voulu créer ici, Fujita ? On pourrait presque dire que c'est son testament artistique, puisqu'en fait, il a rendu hommage à la ville, comme vous l'avez dit, mais surtout à sa foi, qu'il a eue en venant à Reims, à la basilique donc Saint-Rémy, où il a eu cette formidable illumination avec son ami Georges Prade. Et ensuite, vraiment pour révéler tout cela, il a proposé de construire cette chapelle avec René Laloux, le président des Champagnes Moum, et donc à la manière de Matisse à Vence ou de Cocteau à Villefranche-sur-Mer, il réalise cette chapelle alors qu'il a 80 ans. C'est exceptionnel. Un chantier colossal qui aura raison de sa vie, puisqu'il mourra en 1968. Il y a 50 ans tout juste. Et d'ailleurs, une exposition lui rend hommage en ce moment au musée Mayol à Paris. Et Fujita, figurez-vous qu'il est enterré ici, sous cette dalle. Fujita, qui était-il exactement ? Alors on le connaît surtout comme un peintre de l'école de Paris, donc plutôt dans les années 20. Donc il était ami de Picasso, il était ami de Modigliani. Mais en fait, il a œuvré toute sa vie à aller au-delà des simples portraits. Et ici, on le voit particulièrement bien avec cette Notre-Dame de la Paix, toutes ces femmes qu'il a peint ici à fresque, donc une technique extrêmement difficile, pour lequel nous possédons d'ailleurs des immenses dessins extraordinaires. Finalement, il est peut-être là aussi ce lien entre l'hommage à ces femmes qu'il a fait dans les années 20 et puis ces femmes toutes religieuses, toutes fidèles, qui accompagnent la Vierge Marie, ici avec l'enfant, donc Notre-Dame de la Paix. Donc la paix, évidemment, un symbole formidable pour Reims, un symbole aussi pour lui qui a vécu effectivement deux guerres, dont la Seconde Guerre qui a été difficile pour le Japon, on le sait. Alors on l'a dit, Fujita avait un lien particulier avec Reims. Les héritiers de sa femme ont d'ailleurs donné un patrimoine exceptionnel, des centaines d'objets, de dessins à la ville de Reims. Pour cette année 2018, qu'allez-vous faire de tout cela ? Eh bien, effectivement, nous allons rendre hommage, nous aussi, à notre tour, à l'artiste et aux héritiers de sa femme en publiant le catalogue de la donation qui a lieu en 2013-2014. Donc, vous y verrez des dessins, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'il y a en plus grand nombre, mais aussi des peintures, des vitraux, des objets, beaucoup de documents sur lesquels nous allons travailler, qui seront présentés sous forme de petites vignettes, de petites images. Comme ça, on verra tout ce qu'il y a. Et ensuite, on fera appel également à des spécialistes pour écrire sur cette
cette spécificité qui est liée donc à la donation. Et 2 expositions, événements, ce sera à l'automne 2018. Sachez enfin qu'il y aura un espace permanent dédié au musée des Beaux-Arts. Plus tard, 240 mètres carrés entièrement dédiés à Fujita. Eh bien, merci beaucoup Ophélie. Et donc, pour ceux qui ne pourraient pas attendre l'automne, regardez, c'est le site du musée Mayol évoqué par Ophélie à l'instant. L'exposition Fujita est à voir jusqu'au 15 juillet 2018. Donc, allez, il vous reste quelques minutes encore pour jouer avec nous avec le quiz photo du jour. L'image s'affiche ici dans l'écran, cette sculpture monumentale aujourd'hui. Allez, quelques indices qui sont quand même sur cette photo. Si vous avez trouvé, vous venez nous voir sur les pages Facebook. Et puis, si vous séchez, pas d'inquiétude, hein, vous le savez aussi, on vous donne la réponse en direct dans quelques instants. Avant cela, une question. Saviez-vous que les Shadocks avaient 50 ans? Le temps passe vite. En fait, ils ont débarqué sur les écrans de la télévision française en avril 68, juste avant les événements de mai. Ils pompaient beaucoup, ils ont fait couler beaucoup d'encre, mais Strasbourg les met à l'honneur. Alors, avis aux amateurs, l'expo peut se découvrir en famille et c'est au musée Tommy Ungerer. Une musique, des personnages, la voix de Claude Pieplu. À partir de la Lune où ils se sont réfugiés, les Shadocnautes s'apprêtent à lancer leur première expédition vers la Terre. Les Shadocks ont 50 ans et en un coup d'œil, les visiteurs en ont beaucoup moins. C'est les premières choses qu'on a vues à la télé, d'abord. Donc de toute façon, c'était chouette. Et puis, bon, ces onomatopées et compagnie, ça y est, quoi. C'est rentré, c'est jamais ressorti, quoi. C'est purement jouissif, c'est comme un gâteau, une sucrerie, une douceur. Chez moi, on n'avait pas la télé, donc on le voyait très très ponctuellement et on entendait plutôt les critiques des adultes sur cette émission qui n'avait pas de sens. Car l'absurde, le non-sens des Shadocks divise. Les pour, les contre, tous les téléspectateurs s'expriment. Le débat se fait cocasse. C'est l'apothéose de la crétinerie. Mais c'est meilleur que du Shakespeare, qu'est-ce que vous racontez? À l'aube de mai 68, la révolution se joue dans le dessin animé aussi. Jacques Rouxel voulait vraiment apporter à la télévision française un dessin animé très très graphique et aussi économique. Et il disait toujours qu'il faisait de l'anti-Walt Disney, qui étaient des dessins animés extrêmement coûteux. Et dans ce trait à l'économie, justement, un peu de Tommy Ungerer, l'une des influences avouées de l'équipe des Shadocks. Il y a certainement un autre lien entre Jacques Rouxel et Tommy Ungerer, entre les Shadocks et Tommy Ungerer, c'est cet esprit de subversion, cette impertinence, on va dire, qui caractérise aussi l'œuvre de Tommy Ungerer. Alors ces drôles d'oiseaux trouvent naturellement leur place dans l'antre de l'illustrateur alsacien. D'abord qu'avec les Shadocks, il ne faut pas chercher à comprendre. Ils y restent jusqu'au 8 juillet. La Lune, même pour descendre, cela n'aurait pas du tout été assez rapide. Et pour nous, c'est l'heure de la réponse au quiz photo du jour. La photo, je vous la montre une dernière fois, elle s'affiche ici. Il fallait aujourd'hui reconnaître le cadran solaire de Reims, aussi appelé la pierre d'heure de Christian Renoncia, installée place des Loges. À Reims, en septembre 1991, la sculpture monumentale haute de 6 mètres pèse 15 tonnes. Elle représente donc un cadran solaire qui permet de lire l'heure. Cette œuvre s'inscrit dans un concept d'urbanisme original lancé par la ville de Reims pour redonner vie à la voie des sacres. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Complètement à l'est, c'est presque terminé, mais avant de se quitter, regardez ce qui fait l'actualité dans vos régions respectives. En Lorraine, suite et fin de la visite d'Emmanuel Macron. Ce matin, le chef de l'État a rencontré les enseignants et les élèves du collège Guy Dolmer de Mirecourt pour la dernière étape de son voyage officiel de 3 jours dans les Vosges. 1 heure d'échange sur le thème de la biodiversité. En Champagne-Ardenne, d'un président à l'autre, retour sur la venue de François Hollande. C'était hier à Châlons en Champagne. L'ancien président de la République est venu dédicacer son livre « Les leçons du pouvoir ». Il y retrace ses 5 ans passés à l'Élysée. Auparavant, l'ex-chef de l'État a aussi rendu visite aux militants du Parti socialiste.
Enfin, en Alsace, 50 ans après les événements, Strasbourg célèbre mai 68 avec plus d'une vingtaine d'événements, programmation cinématographique et concerts compris. Plusieurs expositions sont prévues ainsi que la mise à disposition du fonds d'archives de la ville. Strasbourg commémore jusqu'à la mi-octobre son mai 68 dont elle a été un des hauts lieux. À suivre, Midi en France, puis donc vos JT régionaux. Nous on se retrouve demain matin en direct, 10h50 précise. Très belle journée à vous.